Bismillah. Le lendemain, Tessa était à la fois nerveuse et excitée à l'idée de rencontrer son patron. En s'habillant, elle réfléchissait à la manière dont elle devrait aborder Quentin, qu'elle avait à la fois mise hors d'elle et embrassé la veille. En fait, ces réflexions ne servirent à rien. Quand il entra dans la salle à manger où elle était déjà installée, il était accompagné de Tania qui, habilement ou par hasard, avait parfaitement minuté son arrivée. Bonjour, Tessa, dit-il simplement avant de se diriger, toujours avec Tania, vers une table près de la fenêtre. Ils s'absorbèrent aussitôt dans une vive discussion au sujet de la journée de répétition. Tessa termina son petit déjeuner qui avait soudain perdu toute saveur et se rendit à son bureau. Elle dépouillait le courrier quand il la rejoignit et il ne fit aucune allusion à la soirée de la veille. En fait, il était parfaitement semblable à lui-même. Elle se mit à se demander si elle n'avait pas rêvé certains détails qui lui avaient apporté tant de joie et de peine mélangées. Il ne tarda pas à partir pour la répétition et elle ne le revit pas de la matinée. Au point où ils en étaient, la jeune fille avait obligatoirement des moments de travail intense et d'autres où elle n'avait presque rien à faire. Dans le courant de l'après-midi, elle eut une de ces périodes d'accalmie. Elle téléphona à Anthea Warrender, qui l'invita aussitôt à venir la rejoindre dans son appartement. Oscar est pris toute la journée, déclara-t-elle. Préférez-vous que je vous laisse la place ou puis-je rester pour vous écouter? Restez, si cela vous fait plaisir, s'écria Tessa, un peu choquée à l'idée de mettre son amie à la porte de chez elle. Alors, dépêchez-vous d'arriver. La jeune fille se rendit donc dans l'aile arrière de la maison où le chef d'orchestre et sa femme avaient leur quartier. Dès qu'elle eut franchi le seuil et que la porte se fut refermée sur elle, elle eut l'impression d'un subtil changement d'atmosphère. De tous côtés, on sentait la chaleur de ces deux vies consacrées presque entièrement au monde musical. Pourtant, Anthea tirait également de son existence une grande joie à être la découverte, l'élève privilégiée et la femme du célèbre Oscar Warrender. Elle le considérait toujours avec une pointe de respect, mais il était sa source de bonheur. Elle écoutait Tessa chanter avec la plus grande attention avant de dire simplement « Je vois pourquoi Oscar est tellement passionné à votre sujet. » La jeune fille imaginait difficilement le maître passionné, surtout pour elle, mais elle fut ravie de l'entendre dire, même si ce n'était qu'une façon de parler. Et elle fut à son tour grandement impressionnée quand Anthea chanta pour illustrer un point de détail. Eh bien, j'imagine parfaitement comment vous avez pu devenir célèbre en une nuit, dit-elle en souriant. Mais je n'ai pas été longtemps autorisée à baigner dans l'agréable halo de la gloire, répliqua Anthea en éclatant de rire. D'après Oscar, je suis aux 2/3 de l'accomplissement de mes possibilités. Quand on lui dit qu'il est un véritable magicien avec les chanteurs, il prend un air désagréable. Vous voyez ce que je veux dire? Et affirme qu'il s'agit simplement de préserver et de développer une voix au lieu de l'exploiter. Elles passèrent ensuite un moment délicieux à comparer leurs expériences et leurs méthodes. Enfin, Anthea déclara « Nous avons assez travaillé. Si nous allions à la grange voir comment se déroule la répétition ?» Oscar pensait qu'ils auraient probablement fini vers 5 heures. Elles traversèrent le jardin et entrèrent dans le théâtre improvisé, où la répétition battait son plein. Elles s'installèrent sans bruit au fond de la salle. « Votre sœur a un réel talent sur scène, » chuchota Anthea à l'oreille de sa compagne. « Je comprends pourquoi ils l'ont choisie, malgré la fragilité de sa voix. » « Elle travaille dur, » fit observer Tessa sur le même ton. « Je souhaite qu'elle fasse un succès. »« Oh, j'en suis sûr. Elle a Quentin Otway avec elle, cela aide. » À ce moment, le chef d'orchestre se tourna et cria impatienté. « Silence, s'il vous plaît. » Cela s'adressait visiblement à un petit groupe de bavards tout près de la scène, mais les deux jeunes femmes se turent instantanément, et Tessa ne put obtenir de plus ample explication à la phrase de son ami. Elle aperçut son patron qui prenait des notes à la lumière voilée d'une petite lampe dans un coin de la grande pièce. Warrender l'appela. Ils eurent une discussion animée. Quelques personnes sur le plateau, dont Tania, les regardaient avec anxiété. « Reprenons depuis le début, » dit enfin le chef d'orchestre. Quelques minutes plus tard, une des domestiques du manoir se glissa près de Tessa pour l'informer qu'on l'a demandé au téléphone. À
Contre-cœur, elle retourna à son bureau pour régler une des douzaines de questions qui, elle n'avait pas tardé à l'apprendre, surgissaient à chaque instant. Elle s'installait à peine quand Madame Hurley entra. « Où est Quentin ?»« À la grange, madame. » Il répète encore. Tessa prit vivement une note avant de sourire à la charmante grand-mère de son patron. « Puis-je faire quelque chose pour vous, madame ?»« Non, pas vraiment. » La vieille dame entra néanmoins, une expression perplexe assombrissant son visage habituellement si animé. « Il y a une catastrophe, reprit-elle. Les Eagleton sont de retour dans la région. Ils viendront certainement à la première du festival. » Tessa chercha en vain dans sa mémoire qui pouvaient bien être les Eagleton. « Est-ce ennuyeux ?» risqua-t-elle. « Évidemment. Imaginez l'effet que cela aura sur Quentin justement ce soir-là. »« Comme j'ignore qui sont les Eagleton, commença la jeune fille. « Mais si, vous le savez, je vous ai parlé d'eux. Rosemary, celle qui a laissé tomber Quentin. Henry Eagleton est son mari. Le plus ridicule de tout, c'est qu'il semble s'être fait un nom aux États-Unis dans la recherche en chimie organique, ou quelque chose comme cela. Cela ne m'étonne pas qu'il réussisse avec les microbes, ajouta-t-elle méprisante. Il en a lui-même l'aspect. » Tessa préféra ignorer ce jugement peu charitable. Sans doute aurait-il le tact de rester à l'écart du festival, suggéra-t-elle, au moins le soir de la première. Pourquoi le ferait-il ? Contra Madame Hurley. Probablement tient-elle à le montrer, maintenant qu'il est célèbre. Quant à lui, on ne peut s'attendre à une manifestation de bon goût de la part d'un homme qui s'amuse avec des microbes. Tessa refusa de poursuivre la discussion sur ce terrain inhabituel. « Quel genre de femme est-ce, madame ?» demanda-t-elle. « Je vous l'ai dit, belle, égoïste et cruelle. Sinon, pourquoi aurait-elle agi ainsi envers Quentin ?» Tessa était bien disposée vis-à-vis de son patron. Pourtant, elle savait qu'il pouvait exister à ce triste événement des dizaines de raisons autres que la cruauté. Mais elle n'en dit rien. Au bout d'un moment, Madame Hurley poursuivit. « Dois-je annoncer son retour à Quentin ou lui laisser le soir de le découvrir dans des circonstances plus ou moins faciles ? Me demandez-vous mon avis, madame ?» Sans quitter ça, plutôt décontenancée d'être consultée sur un problème aussi intime. « Eh bien, je me posais plutôt la question à moi-même, avoua la vieille dame. Mais j'aimerais bien avoir un avis objectif. Et vous connaissez bien Quentin à présent. Que feriez-vous à ma place ? » « Comme je ne vois pas l'avantage de l'en informer à l'avance, risqua la jeune fille, je crois, je me mêlerai de mes affaires. »« Quentin est mes affaires, déclara Madame Hurley. »« Oh non, il ne l'est pas, intervint son petit-fils, qui entrait à cet instant dans le bureau. Mais de quoi s'agit-il ? » Même Madame Hurley fut vaguement étonnée. Quant à Tessa, elle aurait tout donné pour se trouver ailleurs. Quentin se dirigea vers son bureau, ouvrit un tiroir à la volée et y chercha quelque chose. Après l'avoir trouvé, il se redressa et dit « Eh bien, grand-mère, de quoi parliez-vous toutes les deux ?»« De rien, s'écria Tessa pour elle, tandis que Madame Hurley baissait traîtreusement les yeux avec un air énigmatique. Quentin eut un petit rire exaspéré, mais il savait exactement comment se comporter avec la vieille dame. « Très bien, dit-il avec indifférence. Ce n'était rien. » Il sembla se désintéresser de la question. Tessa fut soulagée, mais Madame Hurley ne l'entendait pas de cette oreille. Comme la plupart des gens passionnés par la vie des autres, elle adorait délivrer des informations. Que son petit-fils ne la prit pas au sérieux lui était intolérable. Au fond, il vaut mieux que tu le saches. Les Eagleton sont de retour dans la région. Tessa vit le jeune homme s'immobiliser quelques secondes. « Et alors ?» dit-il enfin froidement. « Ils risquent de venir à la première du festival. Tous les fauteuils sont loués, mais ils auront peut-être la chance d'en récupérer quand même. » Il faisait mine de ne se soucier que du problème des places. « Je croyais, » commença Madame Hurley, mais il l'interrompit avec courtoisie, affection, mais néanmoins fermeté. « Grand-mère, Tessa et moi avons énormément de travail. Cela t'ennuierait-il de nous laisser ?» Il alla lui tenir la porte ouverte. À la surprise de Tessa, elle n'insista pas et sortit sans protester. Au passage, son petit-fils lui déposa un baiser sur la joue. Puis il referma et retourna à son bureau. Le silence régna un moment dans la pièce, tandis qu'il étudiait ou faisait semblant d'étudier quelques notes. Comme elle faisait mine de s'en aller, il demanda sans lever les yeux « Qu'est-ce que ma bavarde de grand-mère vous a raconté au sujet des Eagleton ?» Tessa passa nerveusement le bout de sa langue sur ses lèvres desséchées. « Monsieur Otway, je voudrais que vous sachiez ceci.
Je n'y peux rien si l'on me raconte des choses que je n'ai pas cherché à connaître. Je comprends. Eh bien, Madame Hurley a mentionné en passant, Allahu Akbar al-Haq, vos fiançailles avec Madame Eagleton. C'est tout. Il déplaçait distraitement quelques objets dans le petit ange. Elle a dit aussi, cette jeune fille vous aurait abandonné très près de la date du mariage. À 3 jours de la cérémonie, précisa-t-il avec amertume. Quoi encore? Elle aurait pu répondre c'est tout, bien sûr, mais elle était poussée par un sentiment inexplicable. Elle a ajouté, avoua-t-elle en gardant les yeux fixés sur son bloc-notes, que votre rival n'avait rien de séduisant, et elle pense que cette expérience malheureuse vous a beaucoup marqué. Il eut un rire bref. Soudain, elle entendit un bruit sec. Levant vivement la tête, elle le vit fixer la petite statuette de bois dans sa main. Dans sa paume gisait une aile. « Oh, vous l'avez cassée !» cria-t-elle catastrophée. « Je suis désolé, fit-il sombrement. Comme abasourdi, je devais le tenir trop serré. » Instantanément, elle comprit le sursaut de douleur et de colère qui lui avait fait briser le frêle objet. « Cela doit pouvoir se réparer, dit-elle courageusement. Elle vint délicatement lui prendre le petit ange des mains. « Je ne voulais pas l'abîmer de nouveau, s'écria-t-il sur la défensive. « Il le sait, répondit Tessa de manière plutôt stupéfiante. Je veillerai à le faire recoller. Oui, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas vivre sans lui, n'est-ce pas? Ajouta-t-il avec une petite grimace. Non, sourit Tessa. Et pour l'autre, ne vous inquiétez pas trop à l'avance. L'orgueil blessé peut faire terriblement souffrir, je sais. Mais voudriez-vous dire que seul mon orgueil était en cause? Demanda-t-il avec un regard amusé et un peu sarcastique. Je l'ignore. Était-ce le cas? Il y eut un long silence. Je l'ignore aussi, Tessa, dit-il enfin, mais en tout cas, j'en souffre encore affreusement. À présent, vous pouvez disposer. Je n'ai plus de travail pour vous, je dois voir ce dossier moi-même. Elle s'enfuit. Le petit ange bien serré contre elle, elle se rendit dans sa chambre pour réfléchir à ses paroles. Mais presque tout de suite, Tania vint la déranger. Elle était fatiguée, nerveuse, et semblait de fort mauvaise humeur. Ce Warrender, on devrait le prendre par les pouces, déclara-t-elle sauvagement. Il n'est pas humain. Si nous mourions tous un par un, il s'en moquerait totalement, à condition qu'il ait des doublures pour nous remplacer, évidemment. S'il obtient ces résultats, c'est parce qu'il tire le maximum des artistes, je suppose, rétorqua Tessa, apaisante. Tu verras le soir de la première, quand tu auras obtenu un succès fracassant. Tu ne le regretteras pas. Je me demande. Parfois, je regrette d'avoir entrepris tout cela. Tania se jeta en travers du lit de sa sœur. Je ne me rendais pas compte de ce que cela impliquait, poursuivit-elle. Si je ne voulais pas impressionner Quentin à tout prix, je serais tenté de renoncer et de le laisser, M. Warrender, le Tout-Puissant, se débrouiller avec ce problème supplémentaire. Tessa était habituée aux extravagances et aux excès de sa sœur. Aussi ne tient-elle pas compte de ses paroles. « Pourquoi t'obstines-tu à impressionner Quentin Otway ?» demanda-t-elle seulement. « Je te l'ai dit, il peut m'être utile dans ma carrière. Et en plus, ajouta-t-elle avec un petit rire, je le trouve extrêmement séduisant. » Tessa demeura un moment silencieuse. « Sais-tu qu'il a été fiancé autrefois avec une fille qu'il a laissé tomber ?» reprit Tania d'une manière tout à fait inattendue. « Oui, il t'en a parlé. » La jeune fille roula sur elle-même pour observer sa sœur. « Non, et à toi ?»« Oui, répondit Tania. » Tessa fut submergée par une vague de jalousie. Elle s'était confiée à Tania sur un problème aussi personnel. « Comment en est-il venu là ?» interrogea-t-elle d'un ton aussi banal que possible. « Oh, nous avons abordé des quantités de sujets pendant le trajet depuis Londres, » expliqua Tania en haussant les épaules. « Et toi, comment l'as-tu appris ?»« Par Madame Hurley. »« Oh, je vois. » Par son intonation légèrement méprisante, la jeune fille voulait faire comprendre que son information était de source bien plus intéressante que celle de sa jumelle. Elle se redressa et, jetant un coup d'œil à la statuette que Tessa tenait toujours, elle s'enquit. « Qu'est-ce que c'est ?»« La mascotte du bureau de M. Otway. Il l'a brisée accidentellement, je vais la faire réparer. »« Fais voir. Je me rappelle maintenant. Il en a parlé. Il fait partie d'une paire, n'est-ce pas ?»« Pas que je sache. Mais si, il me l'a dit. Il a parlé de sa chance d'avoir 2 anges pour veiller sur lui pendant le festival. Il doit donc y en avoir un autre. » « Peut-être, alors, dit doucement Tessa avec un léger sourire. Et elle se sentit soudain beaucoup mieux. Elle s'arrangea pour faire
réparer la statuette au plus vite. Et durant les 2 journées qui précédèrent l'ouverture du festival, ils eurent bien besoin d'une aide surnaturelle. Tessa pensait que l'état de crise était la norme et non l'exception. Et elle s'émerveillait de voir son patron évoluer parfaitement à l'aise dans cette atmosphère de drame permanent. C'est inévitable dans un festival qui couvre l'opéra, les concerts, le théâtre et d'autres activités marginales, affirma-t-il à sa secrétaire après une journée particulièrement exténuante. Il rayonnait de satisfaction triomphante et manifestait une énergie incroyable. Tessa était à moitié morte, à vrai dire. Elle était épuisée par l'alternance de catastrophes, de solutions brillamment improvisées, de complications inattendues, de coups de téléphone angoissés ou euphoriques. Je ne comprends pas comment les directeurs de théâtre ou d'opéra parviennent à survivre plus de 6 mois, répondit-elle avec un pâle sourire. Oh, c'est totalement différent quand il existe un cadre permanent et une organisation, assura-t-il. Il s'agit seulement de faire pousser de jolies fleurs dans un jardin bien entretenu. Dans notre cas, on part de rien, pour obtenir une sorte de glorieux hybride d'apparat pour un public exigeant et critique. C'est tuant, conclut-il, incroyablement vivant et beau, et cela en vaut la peine. Oui, murmura la jeune fille. Quel enthousiasme, dit-il ironiquement avec ce merveilleux sourire qui avait l'art de la remettre d'aplomb. Comment vous sentiez-vous? Vous semblez vidé. Je l'étais, avoua-t-elle, mais cela va mieux à présent. Vous êtes une bonne petite fille. Nous allons avoir besoin d'énergie et de vivacité le soir de la première. Je vous veux près de moi à la réception et au bal après la représentation. J'y serai, promit-elle. Que porterez-vous demanda-t-il avec l'immense intérêt qu'il accordait parfois aux sujets les plus insignifiants. Comment demanda Tessa incrédule. J'ai une robe de coton noir. Personne chez elle ne s'était jamais occupé de sa façon de s'habiller, seulement de celle de Tania. Vous ne mettrez pas de noir, décréta-t-il. Vous n'avez ni l'éclat ni la distinction pour cette couleur. Votre charme est beaucoup trop subtil. J'en parlerai à ma grand-mère. Mais ce n'est pas important, commença-t-elle, touchée par sa sollicitude. Bien sûr que si, rétorqua-t-il impatienté. Je ne veux pas d'une secrétaire mal fagotée. Convaincue par cet aspect de la question, Tessa ne protesta plus. Elle pensa ne plus en entendre parler. Quentin faisait parfois des propositions extravagantes auxquelles il ne donnait pas suite. Mais le lendemain matin, Madame Hurley aborda le sujet immédiatement après le petit déjeuner. Quentin veut que je vous emmène à Newcastle aujourd'hui pour vous acheter la plus jolie robe que nous puissions trouver. Mais je ne peux le laisser m'offrir des vêtements, c'est moi qui les paierai. De sa part, protesta la jeune fille tout à fait décontenancée. Ne soyez pas si compliqué, rétorqua Madame Hurley. Il vous doit bien plus qu'une robe pour tout ce que vous avez fait, et il le sait bien. De plus, il l'a dit. Je sais, coupa Tessa, baissant les yeux de mécontentement. Il ne veut pas d'une secrétaire mal fagotée. Eh bien, j'achèterai une nouvelle robe si c'est ce qu'il désire. Il n'a rien dit de semblable, fit froidement Madame Hurley. Il pense que vous gagneriez énormément à être bien habillé, et m'a demandé de voir ce que je pouvais faire. Je ne vais pas renoncer ainsi à un tel défi. En outre, j'adore dépenser de l'argent, ajouta-t-elle rêveusement. Surtout celui des autres. Quentin a dit que vous étiez libre ce matin. Profitons-en. Il ne sert à rien de discuter. D'ailleurs, pourquoi le feriez-vous? Aucune femme digne de ce nom ne peut résister à l'attrait d'une nouvelle toilette. Vrai ou non, Tessa se savait impuissante à s'opposer aux volontés conjuguées de son patron et de sa grand-mère. Une demi-heure plus tard, toutes deux roulaient pour Newcastle dans les Rolls-Royce de la vieille dame. Un ancien modèle qui n'en avait que plus de classe. Visiblement, Madame Hurley était fort connue dans la maison de couture où elle emmena la jeune fille. Tessa eut l'impression de tout essayer, depuis le blanc virginal jusqu'au noir funèbre. Pas de noir, a dit Quentin, risqua-t-elle timidement. Je n'ai pas l'éclat ni la distinction pour... Il y a noir et noir, rétorqua fermement Madame Hurley. Mais c'est vrai, cela ne vous convient pas. Avec votre joli teint pâle, il vous faut une couleur vive, qui ne masque pas non plus votre personnalité. Ah, voilà exactement, s'écria-t-elle, comme on leur présentait une ravissante robe imprimée de teintes franches, mais non criardes. Essayez-la. N'est-elle pas un peu voyante? Protesta Tessa tandis qu'on lui enfilait le vêtement.
Il n'y a pas de mal à attirer un peu les regards un soir de festival. On ajusta le corsage et les plis tombèrent autour de la jeune fille en froufroutant comme des pétales de fleurs. Voici votre robe, ma chère petite. Tessa ne dit mot. Elle se contemplait dans le grand miroir, incapable de croire qu'elle pouvait être si belle. Ce fut le mot qui lui vint tout de suite à l'esprit, sans prétention. C'était une des expériences les plus étonnantes qu'elle eût connues. Était-elle terriblement chère demanda-t-elle dans un murmure. Terriblement, avoua la vendeuse en riant. Mais je crois, poursuivit-elle avec un regard à madame Hurley. Le prix ne compte pas, dit froidement la vieille dame. Mais madame, nous prenons cette robe, déclara la grand-mère de Quentin. Inutile de discuter. En effet, intervint de nouveau la vendeuse, on la croirait faite pour mademoiselle. Peut-être l'a-t-elle été, dit rêveusement madame Hurley. Le hasard a parfois de ses caprices. La vendeuse, qui trouvait que le hasard était bien chiche avec elle, dit qu'en fait, elle n'en savait rien et s'éloigna pour faire emballer la robe. Madame, fit nerveusement Tessa, vous n'avez même pas demandé le prix. Non, c'est un luxe que je me permets depuis que j'ai épousé un homme fortuné. Quand j'étais jeune, je comptais chaque centime. Je me suis juré, si je devenais riche un jour, de ne jamais m'inquiéter du coût de ce à quoi je tenais vraiment. D'abord, cela a été dur pour mon mari, le pauvre homme, mais il s'y est habitué. Il savait qu'il y a des gens que l'on prend tels qu'ils sont ou pas du tout. Elle eut un sourire fier et un peu dur en prononçant ces paroles. Il a cet air, parfois, pensa Tessa. Sur le chemin du retour, la jeune fille chercha ses mots pour remercier madame Hurley, mais celle-ci la devança. Ne me remerciez pas. J'ai passé une matinée fort agréable. Tessa en conçut quelques incertitudes quant au règlement de sa robe. Aussi eut-elle des difficultés à aborder le sujet avec son patron, en fin d'après-midi. Elle n'avait pu se trouver seule avec lui avant ce moment. Elle se planta devant lui avec détermination. Je suis sortie avec madame Hurley ce matin. Nous avons acheté une robe vraiment superbe pour moi. Vraiment, fit-il avec un petit sourire amusé. Tant mieux. Je ne sais toujours pas qui je dois remercier, mais contentez-vous d'avoir plaisir à la porter, conseilla-t-il. Mais elle était terriblement chère, s'écria-t-elle. Ah oui, demanda-t-il, cette fois franchement égayé. Je ne m'attendais pas à voir ma grand-mère choisir l'économie. Ce n'est pas son genre. Sans doute. Cependant, j'aimerais savoir, est-ce elle qui a payé cette robe? Quelle importance? Il la prit par la taille légèrement. Elle tressaillit, profondément troublée par les longs doigts posés sur elle. L'aimeriez-vous moins si c'était moi qui vous l'offrais? Poursuivit-il. Il n'est pas question de préférence, dit-elle, sachant parfaitement que le vêtement serait doublement précieux s'il venait de lui. Ce ne serait pas convenable. Il éclata de rire, et sa joie rejaillissait sur Tessa, comme les étincelles d'un grand feu. Vous avez des expressions incroyables, j'ai hâte de vous voir dans cette robe, convenable ou non. Ensuite, la tenant toujours par la taille, il la souleva légèrement pour la déposer hors de son chemin. Il s'éloigna en riant toujours. Et Tessa resta seule à se remémorer les paroles de sa sœur au sujet de la réputation de Quentin Otway. Sur le moment, elle avait rejeté furieusement ce jugement. À présent, comme elle posait instinctivement ses mains où s'étaient posées les siennes, elle se demandait s'il n'y avait pas du vrai dans les assertions de Tania. Les événements les plus attendus finissent toujours par arriver, et le matin du festival, le soleil brillait dans un ciel pur. Le manoir baignait dans une atmosphère tendue. Depuis les gens les plus concernés, comme Oscar Warrender ou Quentin Otway, tous deux apparemment fort calmes, jusqu'aux domestiques. Tessa passa la journée à régler de petits problèmes de dernière minute pour son patron et à remonter le moral défaillant de sa sœur. Tania n'était pas une personne particulièrement nerveuse, mais c'était un tournant vraiment important pour sa carrière. C'était son entrée dans le monde de l'opéra. C'était aussi la première de ce festival réputé et de surcroît, on inaugurait ce jour-là le superbe théâtre lyrique qu'un conseil municipal éclairé avait fait construire dans les faubourgs de la ville. Tessa se consacra sans compter aux exigences de cette dure journée. Elle se donnait du courage en pensant au moment où son patron la verrait pour la première fois vêtue de la robe qu'il ou sa grand-mère lui avait offerte.
Pourtant, rien ne se déroula comme elle s'y attendait. Quentin partit pour l'opéra trop tôt pour qu'elle ait eu le temps de se changer, apparemment dans le seul but de conduire lui-même Tania. Il semblait avoir perdu tout intérêt pour la toilette de sa secrétaire. Il se contenta de lui annoncer qu'il n'aurait pas besoin d'elle pendant la représentation. Elle pourrait donc s'installer dans la loge de sa grand-mère ou rejoindre Anthea Warrender qui semblait désirer sa compagnie. Finalement, on apprit que la loge de Madame Hurley était déjà complète et Tessa se rendit en ville avec les Warrender. Elle leur en fut très reconnaissante, mais elle aurait préféré faire le trajet avec Quentin. Au moins, l'admiration d'Anthea lui mit-elle du baume au cœur. « Quelle robe ravissante !» s'écria-t-elle avant de se tourner vers son mari. « Tessa est splendide, n'est-ce pas, Oscar ?»« Non, répondit celui-ci sans quitter la route des yeux. Elle est séduisante et légèrement mystérieuse, ce qui est encore mieux. » Et la jeune fille arriva à cette conclusion flatteuse. Il avait saisi tout cela en un seul coup d'œil, quand elle montait dans la voiture. Il les déposa toutes deux devant la porte principale et s'éloigna vers l'entrée des artistes. Comme elle pénétrait dans le foyer, déjà fort animé, Anthea s'écria « Comme j'aime le théâtre, tous les théâtres, de chaque côté de la rampe. » Vicky, l'une de mes amies, quand j'étais étudiante, disait qu'elle reconnaîtrait l'odeur de Covent Garden, même si elle y passait dans son cercueil. Mais l'autre côté du rideau doit être un peu effrayant, j'imagine. Comme tout ce qui est vraiment passionnant. Le combat pour la gloire, l'amour, la peur fait partie de leur fascinant attrait. Souriez, Tessa. Voici la presse. Mais les intéressons-nous? Ils ont tendance à me photographier en ce moment. Cela fait partie du rôle d'épouse d'Oscar Wilde. Oh, j'oubliais, vous devriez aller en avant. Certainement pas. Vous êtes mon ami et j'aime vous sentir près de moi. Pour la première fois de sa vie, Tessa se heurta à un mur d'éclairs de flash et de caméras. Sa robe lui donnait confiance en elle et elle en fut heureuse. Continuez à me parler, pria subitement Anthea tout bas. Je ne veux pas m'arrêter. Souriez et poursuivons notre conversation. Tessa parvint à enchaîner sur une réflexion animée tandis qu'elle passait devant une femme superbe enroulée dans un fabuleux boléro de vison bleu. Son visage était vaguement familier à Tessa. Quant à Anthea, elle eut un radieux sourire, murmura respectueusement « Bonsoir, madame » et reçut en retour un petit signe de tête gracieux. Quand elles furent installées à l'extrémité du premier rang d'orchestre, Tessa risqua. « Qui était cette dame à qui vous ne vouliez pas parler ?»« Mais la Perroni, bien sûr. Nous nous sourions toujours le plus affectueusement du monde, mais nous évitons de nous adresser la parole, si c'est possible. Elle me déteste parce qu'Oscar m'a épousée. »« Oh, et c'est réciproque ?» demanda la jeune fille, se souvenant de ce qu'avait dit Quentin à ce sujet. « Non, mais elle me fait un peu peur, avoua franchement Théa. Elle l'a connue tellement longtemps avant moi. Ils ont partagé tant de triomphes. On ne peut tout effacer d'un coup, comme si cela n'avait jamais existé. »« Mais il vous a épousé, fit remarquer Tessa. »« Je sais, c'est ce que je me dis quand j'ai vraiment trop peur. Mais cela me bouleverse toujours de l'avoir joué à la reine de notre univers. D'après Oscar, c'est excellent pour moi, cela me rappelle que je ne suis qu'une étudiante qui a connu un succès. Je ne sais pas, soupira-t-elle, comme pour elle-même. Pourquoi a-t-elle tenu à venir ce soir? Son concert ne commence que beaucoup plus tard. À votre place, je ne me tracasserai pas, dit fermement Tessa. Sans doute vous envie-t-elle votre jeunesse et vos triomphes à venir, quand les siens sont derrière elle. Ma chérie, vous êtes tellement réconfortante, s'écria son amie. Je suis heureuse de vous avoir près de moi. Tessa était contente également. Elle se réjouissait d'avoir une compagne aussi éclairée à ses côtés, tandis que commençait la magnifique représentation. « Regardez sa main gauche, murmura Anthea. Voyez comme il les tient tous. Même Tania, pensait Tessa en observant, étonnée et ravie. Sa jumelle déployait tout son charme et son habileté pour compenser la faiblesse de ses ressources vocales. « Votre sœur est absolument délicieuse, s'écria Anthea durant le premier entr'acte. Oscar a dû être parfaitement infernal avec elle aux répétitions. Elle a sans doute détesté de tout son être. Cela arrive souvent, mais il l'a fait d'elle-même une merveilleuse Despina. J'ignorais ce qu'elle avait en elle, déclara Tessa, oubliant toutes ses jalousies et ses irritations tant elle était fière de sa jumelle. Elle n'en savait probablement rien non plus, répliqua Anthea. C'est la magie d'Oscar.
Je dois aller saluer la mère de Max Egan. Elle ne connaît presque personne. Alors je vais me rendre auprès de Madame Hurley. » Les deux amis se séparèrent. La vieille dame était seule dans sa loge quand la jeune fille pénétra. « Asseyez-vous, mon enfant. Cette robe est vraiment ravissante. »« Merci. Ne trouvez-vous pas la représentation fantastique ?»« Si, Warrender est un personnage extraordinaire. N'est-ce pas suffisant d'être insolemment beau, sans en plus être une sorte de magicien? Je comprends que la Péronie ne renonce pas à lui facilement. Votre sœur a été excellente. »« C'est mon avis. Quelle merveilleuse soirée. »« Il y a un grain de sable dans les rouages, pourtant, » répliqua Madame Hurley, avec une grimace de mépris. « Regardez qui se trouve au 4e rang d'orchestre. » Un peu décontenancée, Tessa se pencha et scruta la salle presque vide. La jeune femme dans cette époustouflante robe blanche est Rosemary Eggleton, et son compagnon est le rival heureux de Quentin, expliqua Madame Hurley. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, dit Tessa. Rosemary éclata de rire à ce moment-là. Son charme et sa vitalité comblèrent la distance entre l'orchestre et les loges comme un arc-en-ciel.